qu'on pensait faire, c'est discuter un peu des thèmes que Alexandra puis Lucille ont mentionné, de souveraineté alimentaire, d'autonomie alimentaire, puis même sécurité alimentaire, puis mettre ça dans un contexte néo-brunswickois. Puis ensuite, de parler de la ferme terre partagée, puis qu'est-ce qu'on fait, puis pourquoi est-ce qu'on le fait, puis qu'est-ce qu'on veut faire surtout. Puis ensuite, parler de l'idée des regroupements, des mouvements, des associations, puis qu'est-ce qui peuvent être les raisons de se regrouper, puis de travailler ensemble vers des buts communs. Puis on va se lancer un peu la balle un à l'autre, là. Fait que c'est ça. Pour commencer, la souveraineté alimentaire, dans le fond, je vais vous lire une définition. C'est peut-être pas super pour commencer de lire quelque chose, mais c'est une idée ou un processus un mouvement qui s'appelle la Via Campesina a mis le doigt dessus. Fait que quelque chose que ben du monde savait, puis faisait, puis était actif dedans, mais on a finalement mis des mots pour le décrire. Puis c'est la souveraineté alimentaire et le droit des peuples à une alimentation saine et culturellement appropriée, produite avec des méthodes durables, et le droit des peuples de définir leur propre système agricole et alimentaire. Fait c'est différent de l'autonomie alimentaire, qui peut être quelque chose de beaucoup plus individuel. On peut, en ayant son propre jardin ou en faisant de l'élevage à la maison, atteindre une autonomie alimentaire, mais la souveraineté alimentaire, c'est quelque chose de beaucoup plus collectif. C'est pas quelque chose où on va arriver puis dire « OK, good job, on a fini ». C'est un processus puis une action qu'on fait ensemble pour avoir un contrôle sur pas seulement ce qu'on mange nous, mais ce qu'on peut manger, puis comment on peut se nourrir, puis comment on peut être en santé dans nos communautés. C'est aussi différent d'un autre terme qu'on utilise des fois, que vous connaissez probablement, qui est la sécurité alimentaire, que j'ai pas la définition exacte devant moi, mais c'est le fait que des gens aient assez à manger pour avoir une vie active puis en santé. Fait que ça aussi, dans le fond, c'est quelque chose qu'on peut plus mettre comme un checkmark, puis qu'on peut atteindre, puis qu'on peut mesurer qu'au Nouveau-Brunswick, on a, par exemple, 25% des enfants ou des ménages qui sont insécures au niveau de sécurité alimentaire, puis c'est des buts qu'on peut atteindre. La souveraineté alimentaire vient être un peu comme l'action ou la façon de faire vers une sécurité alimentaire. Je ne sais pas si je mêle un petit peu ça ou si tu veux l'expliquer différemment. Bien, il y a un contexte historique, puis il y a un contexte socio-temporel aussi qui va avec la souveraineté alimentaire. Au début des années 90, c'est là qu'on a commencé à avoir tous les gros traités de libre-échange au niveau international. Et puis, l'Organisation mondiale du commerce faisait beaucoup de promotion pour la sécurité alimentaire. Donc, la sécurité alimentaire comme étant l'accès à de la nourriture, mais no matter comment est-ce qu'elle a été produite, de où ce qu'elle vient ou ce qui a été exploité à travers la chaîne de production, de distribution, c'est pas important. Donc, il y avait toutes ces organisations-là qui étaient comme supranationales, qui se mettaient en place pour mettre dans les traités de libre-échange des processus de sécurité alimentaire. Et puis, c'est là que les organisations paysannes, dont la Via Campesina, qui était juste formée depuis 1994, est arrivée pour dire la sécurité alimentaire, c'est pas assez. C'est important que tout le monde ait accès à de la nourriture pour se nourrir, d'avoir ses 2500 calories par jour. Mais il faut absolument qu'on voit notre système alimentaire comme quelque chose qui doit être socialement responsable, politiquement responsable, puis historiquement responsable, culturellement responsable aussi. Donc, il y avait tout ce côté-là de justice sociale qui n'avait pas été mis en place par les organisations supranationales et puis par l'État. En fait, là, les États qui se partageaient un peu le capitalisme mondial là, au début des années 90. Et puis, la Via Campesina a vraiment décidé de former cette organisation-là internationale pour parler en notre nom, en fait, parce qu'il y avait beaucoup d'organisations aussi à travers le complexe industriel, les ONG, qui parlaient au nom des paysans, mais qui n'étaient pas nécessairement directement des personnes
qui étaient ancrés dans les processus de paysannerie. C'était des gens qui représentaient. Et puis, la paysannerie a toujours dit qu'elle voulait parler pour elle-même. Donc, c'est là qu'il y a eu cette formation de cet organisme-là international, puis qui a été la mise en place de plusieurs concepts qui étaient déjà mis en place avant par les organisations de base, parce que la Via Campesina, c'est un parapluie, en fait. C'est un mouvement de bottom-up. C'est des centaines d'organisations qui font partie d'un grand mouvement. Et puis, ces organisations-là s'étaient concertées pour commencer à avoir des concepts qui étaient vraiment internationaux. Donc, c'est à travers ce contexte-là qui s'est mis en place la résistance contre le capitalisme globalisé et puis contre la marchandisation de la nourriture, puis la commodification des savoirs paysans aussi. Fait que ça, c'est un autre aspect qui est important à garder en tête par rapport à la souveraineté alimentaire. C'est un mouvement de lutte, mais c'est un mouvement qui a été mis en place par la paysannerie pour la paysannerie. Puis que ça existe de façon comme très internationale, puis globale, puis une reconnaissance qu'on est tous connectés, puis que ce qui se passe dans un endroit a un impact considérable partout dans le monde, mais aussi qu'on est tous acteurs, puis qu'on a toute la possibilité de changer les choses dans notre communauté, puis que c'est là qu'il faut que ça commence, puis c'est là qu'on peut produire la nourriture, puis la manger, puis que ça a un grand pouvoir, comme P.O. disait, sur toutes les facettes économiques, puis environnementales, puis sociales de nos communautés. Fait la souveraineté alimentaire a comme 7 piliers, puis sans rentrer dans tout qu'est-ce que c'est, ben ça a tout rapport avec comme mettre la valeur sur la production de la nourriture, assurer que les aliments sont, puis que l'alimentation est considérée comme un droit, puis que c'est d'abord pour nourrir nos communautés. Même, il y a eu la participation des peuples autochtones du Canada, puis de partout dans le monde, qui ont même à rajouter le 7e pilier, qui est comme voir le caractère sacré des aliments. Mais quand on pense à l'application de ces piliers-là, puis du concept de souveraineté alimentaire au Nouveau-Brunswick, on voit beaucoup plus d'obstacles, puis de comment est-ce qu'on n'est pas rendu là, que je sais pas, je crois que quand on agit, puis quand on est ensemble, certainement, ça nous donne de l'espoir, mais aussitôt qu'on recule, puis qu'on voit ça un petit peu de comme le macro, puis tout le contexte de la province, c'est quand même assez décourageant, là, puis je pense pas que c'est surprenant pour personne, mais si on pense à qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire de viser la souveraineté alimentaire au Nouveau-Brunswick, ben, ça serait qu'on vivrait peu importe où on vit, puis peu importe nos régions, ou notre revenu, qu'on aurait le choix dans qu'est-ce qu'on mange, puis qu'il y aurait comme une traçabilité ou un étiquetage ou une façon de faire le lien entre la personne qui va manger, puis toute la chaîne d'approvisionnement, puis surtout les personnes qui ont produit ces aliments-là. Ça pourrait certainement vouloir dire que les producteurs et les productrices peuvent vivre décemment, puis qu'on a une pluralité de méthodes de production, puis de types de fermes, puis une diversité dans ce qui est produit ici, qu'on a moins d'emphase sur juste 3 ou 4 commodités, comme c'est le cas en ce moment, qui sont destinées à l'exportation. Puis qu'on ne vit pas sous le pouvoir décisionnel de 1 ou 2 grosses compagnies comme McCain's ou Oxford au Nouveau-Brunswick qui ont vraiment beaucoup de pouvoir sur tout le ministère de l'Agriculture, puis juste sur l'agriculture point dans la province. Puis même, en parlant du ministère de l'Agriculture, je pense qu'on a besoin de voir plus que l'agriculture, on a besoin de voir l'alimentation. Directement dans le mandat puis dans le nom. Est-ce qu'on veut produire pour se nourrir ou on veut produire pour exporter puis augmenter le PIB? Fait que ça, c'est toutes des choses qu'on a à vraiment, premièrement, se questionner puis
deuxièmement, je pense, si c'est là notre priorité ensemble, de voir comment est-ce qu'on peut lutter puis militer pour voir du vrai changement dans cette direction-là. Fait que, si tu peux peut-être bien parler un petit peu de la ferme, puis parce que ça rentre vraiment là-dedans notre raison d'être aussi. Oui. La ferme, à la base, se dit une ferme paysanne. Pour nous, le mot paysan, paysannerie, paysanne est extrêmement important. C'est un peu comme le mot queer là, qui a été repris par la communauté LGBTQ+, qui était un mot qui était très péjoratif au début des années 70, allé jusqu'au début des années 90. Et puis, ils ont repris ce mot-là pour se le réapproprier, pour être capable d'en remettre comment je dirais ça, c'est net de noblesse, en fait, là. Donc, nous, c'est ça qu'on veut faire avec le mot paysan, avec la paysannerie. Et puis, c'est une des caractéristiques de base, je crois, de plusieurs mouvements sociaux de justice sociale paysanne à l'international, mais au niveau local aussi. Puis pour nous, personnellement, en tant qu'individu, mais en tant que collectif aussi, c'est extrêmement important. Puis ça, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup la promotion. On aime aussi parler beaucoup d'agroécologie paysanne parce que le concept d'agroécologie paysanne est intimement lié avec le concept de souveraineté alimentaire. Comme Rebecca le disait, la souveraineté alimentaire, c'est le but à atteindre. L'agroécologie paysanne, c'est l'outil pour être capable d'atteindre ce but-là. Les deux ne sont pas dissociables. On dit toujours que l'agroécologie paysanne, sans la souveraineté alimentaire, c'est seulement une méthode de production, une technique de production, et puis que la souveraineté alimentaire sans l'agroécologie paysanne, c'est seulement un slogan. Donc, il y a vraiment une relation dialectique entre les deux. C'est qu'il ne peut pas avoir d'agroécologie sans souveraineté alimentaire et vice-versa. Donc, ça, c'est extrêmement important à comprendre aussi. Il y a des processus qu'on met aussi à la ferme qui remettent en question plusieurs structures de notre structure sociale en tant que telle. Nous, on voit la collectivité, puis à travers le modèle de la coopérative, comme étant quelque chose qui remet en question comment on fonctionne au niveau sociétal, en fait. Donc, nous, on se considère littéralement une communauté. On a des processus qui vont aller de notre vie personnelle à notre vie professionnelle, comme on pourrait dire, qui sont totalement différents. On vise vraiment la communauté comme étant une genre de noyau familial qui est non nucléaire, en fait. Ça aide beaucoup au niveau aussi de la gestion de nos vies, des dynamiques genrées aussi, des fois, qui peuvent amener des choses vraiment toxiques à travers nos processus. Et puis aussi au niveau de comment est-ce qu'on fait l'éducation de nous en tant qu'individus, mais des autres personnes qui font partie du groupe aussi. Donc, il y a vraiment là, une relation qui est dialogique en fait, là, pour citer Paulo Freire, là, mais c'est vraiment là, des processus qui sont mis en place par la coopérative et puis par la commune aussi. So, pour faire juste un petit historique, on est sur des terres qui ont été léguées de génération en génération par la famille Chiasson, qui avant leur arrivée du Cap-Breton de Chéticon aurait été occupée par probablement des humains ou des peuples autochtones et certainement des animaux puis de la végétation qui a gardé cette terre-là en vie puis en santé. Puis mon père est la cinquième génération à continuer en agriculture. Mais nous autres, quand on reprend pas nécessairement la ferme, c'est en parallèle et en continuité. On est une coopérative de travailleurs depuis 2018. So, moi, j'ai revenu pour commencer des projets agricoles en 2011. Puis là, on a commencé comme un processus coopératif, disons, comme en 2016-2017. Puis on s'est officiellement incorporé en tant que coopérative de travailleurs avec 4 membres. Fait que moi, puis P.O., Kevin, puis mon père Jean-Eudes, on est les 4 membres travailleurs. Puis, c'est ça, on fait des activités un peu en parallèle, mais vraiment, je ne peux pas dire en parallèle parce que c'est complètement lié. Mon père continue de faire de l'agriculture
de son côté, mais il est aussi membre et participant très actif dans la coopérative. On a aussi une autre comme, catégorie de membres qui sont des membres producteurs. C'est pas mal limité, donc qui peut être membre parce que ce serait d'autres fermiers qui vivent sur la Pleasant Ridge, qui ne veulent pas nécessairement devenir membre travailleur, puis comme devenir un employé, disons, de la coopérative, qui veulent faire leur propre production, mais qui veulent vendre ou participer dans la vie de la coop. On a Lucie et Normand qui élèvent de l'agneau, qui sont membres de la coop, puis on est très proches avec eux autres. Puis, on a aussi, reste à développer une autre catégorie qui est des membres de soutien, comme des consommateurs ou des partenaires qui veulent s'impliquer dans la coopérative. Fait que ça, c'est un peu comme le côté administratif, logistique. Ce qu'on fait au jour le jour, c'est, vous connaissez peut-être la formule des paniers bio, les gens qui s'investissent pour une pleine saison dans une ferme. Fait à peu près à ce temps-ci, les gens s'inscrivent pour faire partie du programme d'agriculture soutenu par la communauté. Ils peuvent prendre 2 différents formats de paniers de légumes, un petit ou un gros panier, puis ils peuvent prendre des options d'œufs ou de viande, puis ils reçoivent un panier à chaque semaine pour 18 semaines, soit livré à Moncton, à Dieppe, à Beresford ou venir à la ferme le chercher ou à Miramichi. Fait qu'on s'éparpille un peu. Puis on fait aussi le marché de fermiers samedi à Dieppe puis à Beresford. Ça, c'est comme pour le côté production de fruits et légumes. Puis on fait de l'élevage un peu mixte et à petite échelle. Puis ça peut être aussi vendu comme les gens font des commandes ou achètent dans les marchés fermiers. Puis des fois, on fait un peu de vente en gros, mais c'est pas mal, la majorité est vendue directement aux consommateurs. Je pense que c'est ça un peu pour comme le jour. On a des nouveaux canaux de mise en marché qu'on appelle des canaux de mise en marché solidaires maintenant. On a un contrat en ce moment qui a été débuté au début de la pandémie avec 5 fermes de la région du Sud-Est. Donc, ce projet-là a été mis en branle par des gens qui faisaient partie d'un collectif qui voulaient vraiment avoir un projet où ce qu'on allait un peu battre la pandémie à sa propre game. C'est qu'on allait être capable de redonner au suivant d'une certaine façon. Fait que ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu une rencontre avec le Food Depot à Moncton, au Peter McKee Food Depot à Moncton. Et puis là, il y a un projet en ce moment qui a été mis en branle depuis les 2 dernières années où ce que les 5 fermes vont fournir des produits, surtout de la production maraîchère, et puis qui se fait un peu en format ASC avec cette organisation-là aussi. Donc, le Food Depot nous fait une demande au niveau des quantités. Ensuite, on vérifie avec eux autres aussi qu'est-ce qu'on est capable d'envoyer, puis au niveau de la diversité légumière aussi. Puis ensuite, il y a un genre de contrat qui est mis en place pour être capable de fournir cet organisme-là, en fait, qui va redonner tous les légumes aux gens qui sont dans le besoin, puis aux classes populaires. Et puis ça, c'est un projet qui nous tient vraiment à cœur, qui a été facilité par M. Aaron Chance. C'est cette personne-là qui doit avoir tout le mérite de cette facilitation-là. Et puis maintenant aussi, qui est facilité par Sarah de la ferme Sweet Soil Organic. Ça, c'est un projet qui est vraiment intéressant. Donc, on a vraiment une mise en situation où les fermes vont aller vraiment produire des produits frais, biologiques, et puis ensuite, qui va être littéralement acheté par un organisme de charité, puis ensuite, qui va être redonné aux classes populaires, qui est très important au niveau de la souveraineté alimentaire. Aussi, on a un projet qui est ça va être la 2e année qu'on le met en place. C'est un projet qui nous a été inspiré par Jesse et Rebecca McInnes. Je ne me souviens plus de le nom de leur ferme. C'est 2 jeunes fermières paysannes qui sont en Nouvelle-Écosse. Et puis, eux ont commencé à faire des paniers solidaires. Donc, les gens sont capables de donner un surplus d'argent monétaire
quand ils vont prendre leur panier, qui va être ramassé, en fait, et puis que nous, ça va se traduire après ça à une mise en marché où que les gens qui n'ont pas la capacité financière de se nourrir de produits locaux va être pallié par ça par les gens qui ont la capacité financière. Donc, on essaye un peu d'enrayer les dynamiques de classe en faisant ce processus de solidarité-là, puis d'entraide. Et puis, c'est la deuxième année qu'on essaie. L'année passée, on a nourri 13 familles avec ce projet-là. Cette année, on essaye d'avoir, puis on est en communication aussi avec le ministère du Développement social pour nous aider à trouver des gens qui veulent avoir cette ressource-là pour un prix qui est extrêmement modique. Là, même des fois, ça peut être gratuit pour eux autres. Là. Donc ça, c'est 2 projets qui sont commerciaux à travers la coopérative, mais qui ont des responsabilités sociales et communautaires aussi en même temps. Fait que ça, on a toujours dans nos stratégies de commercialisation d'essayer là, d'avoir le plus de responsabilités sociales et communautaires possible dans la mesure du possible. Puis, on parlait des membres, puis on est les 4 membres fondateurs, mais ça a toujours été dans notre vision d'être plus que 4. Puis, autant pour avoir une offre plus intéressante, il y a tellement de choses du côté production qu'on veut faire, puis on sait qu'on est limité juste par les normes qu'on est. On voit beaucoup d'opportunités, autant du côté comme marketing, puis besoins, puis demandes dans la communauté, que juste comment est-ce que les cultures peuvent travailler ensemble, comment est-ce que les animaux puis les légumes pourraient cohabiter. En tout cas, quand on se décolle là-dessus, ben là, on voit il y a quelqu'un qu'on va faire du grain, puis quelqu'un va faire du pain, puis on va être des boulangers, puis des boulangères, puis on va élever des abeilles, puis on va faire de l'apiculture, puis on va faire de la bière, puis on va faire... Ça, c'est juste comme sans fin. Fait qu'on a toujours été, pas nécessairement comme super actifs, mais ouverts comme on veut bâtir la coop, on veut avoir quelque chose de stable puis de solide avec des politiques qui sont claires pour accueillir des nouveaux membres, mais on reste aussi actif en parlant. On a fait des présentations dans des cégeps où on garde une page sur notre site web juste pour passer le mot parce qu'on ne sait jamais qui écoute, puis qui regarde, puis où est-ce que ça pourrait mener. Mais une façon qu'on a été un petit peu plus actif aussi, c'est en lançant un projet qu'on a appelé l'incubation paysanne. Puis c'était pour offrir la possibilité à quelqu'un de juste venir faire un essai. La première fois, ça a été en 2017 parce qu'on avait un jeune, il était un petit peu plus jeune que nous autres, qui était pas mal intéressé de se lancer en affaires, mais aussi probablement il était certainement intéressé par le côté agricole. Puis, fait qu'on l'a accueilli à la ferme. Puis, à travers des subventions, on a pu payer son salaire en partie. Puis, la ferme a couvert une autre partie. Puis, on l'a pas mal comme intégré dans le processus décisionnel. Puis, le côté plus comme administratif, puis les rencontres, puis les discussions, puis les réflexions sur pourquoi est-ce qu'on faisait les choses. C'était avec l'idée que ça donne juste un meilleur aperçu que juste quelqu'un qui serait employé, mais qui serait un peu détaché de toute la réflexion qui se passe à chaque jour de pourquoi est-ce qu'on fait certaines choses ou pourquoi est-ce qu'on prend certaines décisions. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on reste vraiment intéressé à faire avec d'autres personnes, ou si ça prend un autre format, mais vraiment de se donner une période d'essai où la personne n'a pas besoin de comme déménager toute sa vie puis prendre un immense risque, peut-être. On est ouvert à ça aussi, là, mais de juste se donner le temps de se connaître puis de savoir qui est-ce qu'on est, puis comment est-ce qu'on pourrait bien travailler ensemble. C'est ça. Ça, c'est quelque chose qui est
comme beaucoup de nos projets, un peu sur le back burner, mais on essaye d'en avoir vraiment beaucoup sur C'est le ça. back burner pour que quand il y a la bonne personne qui se pointe, on est capable de le remettre en action. Fait il y a plusieurs projets. Ça, c'est plus les projets comme commercial par la coopérative en tant que telle, par l'organisme légal. Puis après ça, on a nos processus d'autonomie alimentaire à nous aussi, comme pour la communauté, pour la commune de la Ridge, en fait. On a plusieurs, parce que à la base aussi, en tant que communauté, ben, on veut être capable de créer nos propres matérialités, en fait. C'est qu'on a décidé de ne pas laisser la création de nos matérialités au marché. Donc, ce n'est pas seulement le salariat qui va nous amener nos matérialités, c'est notre force de travail collective à travers le processus collectif qui va être capable de créer nos matérialités pour qu'ils soient consommés par la commune, en fait. Donc, c'est tout le processus là, d'aliénation là, qui vient être remis en place complètement. On a des projets comme ça. Un projet qu'on a mis en place il y a 2 ans, c'est un projet qui est vraiment concret puis qu'on est quand même assez fiers de ce projet-là. C'est qu'on a basé notre projet, puis on essaye aussi de baser nos projets futurs au niveau de nos autonomies alimentaires sur le principe des communs, en fait. Le commun, ça se veut être ou un objet ou un service qui en fait, qui remet en question tout le processus de propriété privée. Par exemple, un commun, ça peut être comme nous, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on a une vache laitière qu'on a achetée il y a 2 ans. Et puis, on l'a achetée au niveau collectif, mais la vache n'appartient pas vraiment à quelqu'un en particulier. On a tous un usage au niveau de la production alimentaire de lait cru qu'on fait avec cette vache-là, mais il n'y a pas personne qui est comme propriétaire de la vache en tant que tel. C'est vraiment le collectif, et même qu'on pourrait dire qu'il n'y a pas vraiment de propriété sur l'animal en tant que tel. Puis, le commun aussi, il va aller se mettre en place au niveau de comment on gère l'activité du commun. Donc, l'usage n'est pas seulement quelqu'un qui va dire « Ah, ben moi, je vais aller traire la vache à soir et puis je vais prendre le lait et je vais le transformer chez nous. » Il y a vraiment une collectivisation au niveau du processus aussi. Donc, il y a des réunions qui mettent en place les tâches qu'on va faire. Donc, il y a la traite à faire, il faut s'occuper de cet animal-là, premièrement. Ensuite, il faut la nourrir. Donc, qui est-ce qui va aider au niveau de sa force de travail pour produire le foin qu'on va donner à cet animal-là. Ensuite, il faut transformer tous les produits laitiers qu'on sort collectivement, puis ensuite, il faut les consommer. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va vraiment aller chercher ce processus-là avec une gestion commune, mais sur quelque chose qui est commun aussi. Donc, Pierre Dardot et Christian Laval appellent ça la praxis institutionnelle. C'est qu'on crée des nouvelles institutions qui sont littéralement ancrées dans les valeurs puis dans les processus de la communauté. Donc, après ça, ça devient un genre de coutume, en fait. On dit toujours quand on a fait quelque chose 11 fois, ça devient quelque chose d'ancré dans notre tête. Bien, ça remet en question la façon dont on va aller penser nos collectivités aussi, puis notre façon de vivre notre vie avec la collectivité. Donc, ça, c'est un projet qui est extrêmement intéressant. On a un bâtiment en ce moment qui va être libéré dans les prochains mois, à ce qu'on pense à gérer comme un commun aussi. Donc, le bâtiment ne va pas vraiment appartenir à quelqu'un en particulier. Il va avoir une collectivité au niveau des paiements, puis au niveau de qu'est-ce qu'on va faire du bâtiment aussi, puis il va avoir vraiment une gestion collective aussi au niveau de ce bâtiment-là. On pense à faire des soirées où on va faire de la transformation collective, par exemple. Donc, il y a des gens qui vont pouvoir venir, on va faire de la salsa toute la soirée. Il va y avoir vraiment une horizontalité au niveau du dialogue, mais aussi au niveau de l'échange des connaissances. Puis après ça, les gens, à la fin, on va séparer le coût matériel s'il y a des besoins de passer par la monnaie pour être capable d'atteindre ce qu'on a besoin pour la transformation. Puis après ça, on va se séparer collectivement. Puis on va avoir atteint une certaine matérialité qui va être très collective. Donc ça, c'est vraiment ce processus-là est quelque chose qui nous intéresse beaucoup au niveau de comment est-ce qu'on voit la communauté de la Pleasant Ridge. Donc, il y a vraiment tout ce côté commercial-là qui vient de la coopérative en tant que telle, mais il y a nos côtés d'autonomie alimentaire aussi qui viennent de la communauté, de la commune en tant que telle.
Fait que il y a vraiment, encore une fois, il y a une relation dialectique entre les deux. Là. C'est une fille de l'autre, puis après ça, Kevin dit tout le temps que la ferme terre partagée pour la communauté de la Rive, c'est un projet de développement rural aussi. Donc, nous, la paysannerie, c'est pas juste le côté commercial, c'est vraiment le côté où on va aller d'une certaine façon changer notre propre société au niveau local. Donc, on parle d'autonomie, mais d'autogestion aussi, qui est vraiment important. On va essayer d'accélérer un petit peu juste parce que je vois qu'il y a des questions intéressantes dans le chat, puis peut-être qu'il y en a d'autres que vous voulez poser, puis on pourra toujours revenir s'il y a des choses qu'on n'a pas comme été assez en détail. J'avais dit que l'autre question qu'on voulait aborder, c'était comme pourquoi des regroupements ou pourquoi. Fait à l'extérieur même, on a déjà parlé un peu de comme notre petit regroupement qui soit commercial, comme une coopérative incorporée ou un groupe plus intentionnel, mais non, je dirais pas non structuré, mais non légal. Oui, pas dans les institutions en tant que tel. Il n'est pas institutionnel, il est vraiment autogéré, il est vraiment autonome. Mais on fait aussi partie de beaucoup d'autres groupes. PO avait parlé du petit groupe informel qui a été créé pour fournir le Food Depot, peut-être que vous connaissez le Food Depot, mais ils font vraiment la distribution dans comme beaucoup de banques alimentaires puis de cuisine communautaire du Nouveau-Brunswick. Fait de ce regroupement-là, c'était vraiment d'un côté plus pratique. Une ferme peut peut-être pas produire assez pour avoir une conversation intéressante avec le Food Depot, mais 5 fermes ensemble, notre capacité de production était beaucoup plus intéressante pour eux puis pour nous autres. Puis de leur côté, c'est avantageux parce que ça les permet de juste faire le dialogue avec une personne, mais d'avoir accès à une plus grande production. Puis de notre côté, ben, ça vient vraiment chercher toute cette valeur-là de nourrir les gens, peu importe leur revenu, puis peu importe s'ils sont capables de payer. Puis ça, c'est un projet qui nous est vraiment cher aussi parce qu'on n'est pas obligé de le faire à nos dépens. On donne à la Banque alimentaire à Rogersville, puis on fait des dons quand ce qu'on peut, mais on est quand même limité dans notre capacité financière. Puis ceci, c'est vraiment quelque chose qui nous permet d'augmenter nos revenus en faisant quelque chose qu'on pense qui est vraiment important. Fait ça, c'est vraiment un projet qu'on veut continuer de s'investir dedans puis voir si ça serait réplicable dans d'autres communautés ou avec d'autres fermes. Un autre coop qu'on avait, groupe, dans ce cas-ci, c'était une coop incorporée qu'on avait joint puis duquel on fait partie en cohorte pour la même raison, pour augmenter la capacité de production. C'était le coin bio. Puis c'était un groupe de, encore une fois, 4 ou 5 fermes bio qui voulaient vraiment juste offrir comme la plus grande diversité de fruits et légumes biologiques au marché de Dieppe. Chaque ferme c'était pas assez intéressant. Il y avait comme sell out à 10h30 où il n'y avait pas assez. Mais ensemble, c'était comme, il y avait 5 différentes variétés de cosses, puis il y avait 6 différentes variétés d'aubergines, puis c'était vraiment comme la place, ben c'est encore, comme si c'est passé là. C'est juste que nous autres, on s'est un peu détachés pour faire notre propre kiosque au marché de Dieppe, mais on continue d'être impliqués, puis on fait partie du coin bio. Puis c'est vraiment comme la place que tu peux avoir la meilleure sélection dans ce qui est bio à Moncton ou Dieppe. Fait ça, c'est peut-être plus comme utilitaire, ça reste comme philosophique puis en lien avec nos valeurs, mais il y avait aussi vraiment juste comme un but utile de production. On fait aussi partie d'organisations paysannes, comme on a parlé de la Via Campesina. On fait partie d'une organisation qui s'appelle l'Union nationale des fermiers, et au Nouveau-Brunswick, c'est l'Union nationale des fermiers au Nouveau-Brunswick. Puis c'est une de 2 membres au Canada de la Via Campesina. L'autre étant l'Union paysanne. C'est un peu des organisations collègues, l'Union paysanne puis l'UNF. Puis ça, c'est un organisme beaucoup plus politique et militant. Fait que c'est vraiment pour être la voix des petites et des moyennes fermes et des fermes familiales au Nouveau-Brunswick
souvent au niveau du ministère de l'Agriculture ou d'autres ministères au gouvernement pour représenter l'idée de la souveraineté alimentaire puis de notre capacité de se nourrir en tant que producteurs et productrices au Nouveau-Brunswick. Fait que ça, on voit évidemment comme la force du nombre. Si on est une organisation de 5, on n'a clairement pas la même voix, puis le même nombre de personnes qui nous écoutent, puis la même force quand on vient à parler au gouvernement que si on est 200 ou 800 ou 1000 fermiers ou fermières. On fait partie de d'autres organisations, souvent des coopératives comme que vous connaissez, j'espère, peut-être, comme Zest Nord-Est, puis la récolte de chez nous. Nous autres, on est comme géographiquement entre le nord puis le sud. Donc, on peut faire partie des deux. On faisait partie de la récolte de chez nous qui existe depuis plus longtemps. Mais notre marketing puis notre vision était de vendre plus, clairement, à Rogersville. Puis on a comme commencé à Miramichi, puis on a des liens dans le nord, à Bathurst. Puis fait qu'on a toujours vu notre but comme de s'étendre un petit peu plus vers le nord que le sud. Puis c'est là qu'on voyait l'idée d'un regroupement un peu comme la récolte de chez nous, mais avec ses différences parce que la géographie puis la démographie est vraiment différente. Comme la récolte de chez nous est beaucoup focusée autour du marché de diète comme un point centralisateur, puis il n'y a pas c'est pas la même réalité dans le nord-est. Puis, fait que Zest Nord-Est, c'est une coopérative de producteurs, productrices, consommateurs, consommatrices et marchés publics qui essayent de rendre les aliments locaux plus accessibles. Fait là, de faire les liens entre les consommateurs et les producteurs, je pense que ça, c'est comme très nécessaire, autant juste pour comme l'achat de produits que de créer une solidarité puis une compréhension de ce projet commun vers la souveraineté alimentaire, parce que ça ne se fera pas avec juste les producteurs, productrices, comme que ça ne se fera pas juste avec les consommateurs, consommatrices. Rebecca, c'est super intéressant, puis je me sens mal de te couper, mais je regarde le temps qui file, puis je pense qu'on peut peut-être commencer à passer dans les questions du chat, si ça vous va, puis de continuer à partir de là. Pas de problème. C'est bon. Veux-tu on peut les regarder, là, ou veux-tu les lire? Je peux vous les lire si vous voulez. Là. Ça commence avec Yvan Thériault, qui a des questions plus spécifiques à la coop. Il demande combien de membres vous êtes, puis si vous avez des redistributions communautaires. En ce moment, on est 4 membres fondateurs, 2 membres fermiers, producteurs. On n'a pas encore de redistribution communautaire. On n'a pas de ristourne encore parce que la ferme n'a pas la capacité financière encore de donner des ristournes aux membres. Mais on a une politique de ristourne qu'on n'a pas encore mise en place. Super. Concrètement, je veux dire, il n'y a pas encore de l'argent qui a été distribué, mais la politique, elle est là. Puis souvent, ce n'est pas de l'argent, mais des produits, comme de façon qu'on a déjà discuté à travers soit des activités commerciales, mais aussi comme juste des dons à la banque alimentaire. Ou pour répondre aussi à la question, je pense que c'était Jeanne d'Arc qui demandait à propos de la cueillette libre. On n'a pas fait une cueillette libre comme telle l'automne, mais 2 années de suite, on a eu la maison de Nazareth à Moncton qui sont venus faire leur propre cueillette libre de légumes. C'est comme du glanage. Oui, du glanage, c'est ça. Fait qu'ils sont venus chercher des carottes qui étaient comme trop petites pour la conservation. Puis, en tout cas, ils sont vraiment vaillants. Puis ils ont tous béni ça à grandeur. De les accueillir. Mais eux autres, ils ramassaient ça puis ils faisaient la transformation pour la maison de Nazareth. Fait on a fait plus de glanage que vraiment de cueillette libre comme tel. Mais c'est super ça. Puis ensuite, si je continue dans les questions, Jeanne d'Arc demande aussi si les écoles collaborent en prenant les produits de Rogersville. Ce qui est comme difficile avec les écoles, je ne sais pas si c'est j'ai l'impression que c'est le cas partout, là,
c'est qu'il y a comme vraiment un désir de faire ça de façon centralisée. Fait qu'il n'y a pas une grande autonomie au niveau de la cafétéria d'une école individuelle. C'est frustrant. Nous autres, quand on a des produits qu'on pense qui seraient intéressants pour des écoles, ben, on contacte le DG, je pense que c'est l'ADG, en tout cas, du réseau des cafétérias communautaires, qui est un organisme quand même bien et intéressant, mais il touche à comme, je sais pas, 25 différentes cafétérias. Fait qu'il n'y a pas comme une bonne communication juste avec une école puis une ou quelques fermes autour. Puis les écoles sont quand même limitées, on le sait, par qu'est-ce qu'ils peuvent faire, puis comment ils sont serrés dans leur budget aussi. Fait que ça nous arrivait plus, en fait, de collaborer avec l'école du Carrefour Beau-Soleil, parce que c'est un centre communautaire, puis ils gèrent leur propre cafétéria. Puis ils ont une capacité de transformation aussi qui est assez impressionnante. Mais des fois, ça a été plus de juste donner des légumes à l'école. C'était plus simple que de passer à travers tout le processus pour voir si c'était intéressé d'acheter. Malgré qu'on a une école à Moncton qui nous avait contactés plus tôt ce printemps, je ne sais pas si ça va déboucher. C'est ça qui est l'affaire. Ils se dépendent trop sur des... Ben, pas trop, je veux dire. Ils n'ont pas le choix, mais ils dépendent sur des subventions. Fait que cette école ici appliquait pour une subvention du programme de ferme à cafétéria. Puis là, ça allait peut-être les permettre de collaborer avec une ferme pour faire un bar à salade ou quelque chose comme ça, qui est comme évidemment super bien, c'est juste c'est très sporadique, puis c'est dur à bâtir quelque chose de durable parce que ça dépend sur comme si on va avoir le couple de 1000 piastres ou centaines de piastres, puis c'est souvent dernière minute, puis c'est difficile de tous les côtés, je crois. Oui, c'est dommage. Politique de la part du gouvernement qui dit qu'il faut qu'ils achètent tant local ou pas. Fait que des fois, il y a comme des efforts surhumains qui sont faits comme avec une coopérative pour fournir des écoles. Puis là, finalement, on peut l'avoir des courges coupées pour 2 cents de moins la livre qui ne sont pas locales. Fait qu'on va prendre ça au lieu. En tout cas, c'est frustrant quand ça arrive à ça. Puis ces organismes-là aussi ont tendance à avoir une vision du local qui est complètement différente. Là. Nous autres, on parle d'une vision du local qui se parle en minutes puis en kilomètres, puis eux autres parlent en centaines de kilomètres, puis en heures, puis en jours. Là. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est complètement différent au niveau de la compréhension de ce qui est local. On a eu un projet il y a 2 ou 3 ans avec une école, des jeunes qui vendaient littéralement un panier de légumes pour ramasser des fonds. Je pense qu'elle a vendu comme une centaine de paniers ou quelque chose de même, comme si c'était seulement un panier. Là. Mais ça, c'était vraiment, vraiment intéressant. C'est les jeunes qui étaient venus une couple de fois pour récolter des légumes. Ils étaient même venus planter du stuff en début de saison. Puis après ça, c'est eux autres qui avaient ramené les légumes là, à la fin de la saison aux personnes qui avaient trouvé pour acheter ces paniers-là. Ça, c'est un projet intéressant, mais encore une fois, là, à travers la structure, c'était quelque chose. Oui, c'était comme l'initiative d'un enseignant qui a tout organisé ça, puis c'était super. Ouais, les élèves ont pu venir 2 fois à la ferme, puis ensuite, c'est eux qui ont assemblé les paniers puis qui les ont vendus. C'est souvent comme des one-off comme ça. On avait un groupe, un orchestre d'école aussi qui a vendu des paniers. Souvent, c'est comme des paniers d'automne parce que c'est des légumes qui se stockent un petit peu, tu sais, comme quelques jours, puis les élèves peuvent les assembler eux-mêmes. Fait que c'est toujours super, mais c'est toujours si ça se passe, ça se passe. Puis si ça se passe pas, on essaie de trouver d'autres avenues pour faire ce genre d'échange-là parce que c'est vraiment pareil comme que je parle avec le Food Depot. C'est clair que comme nos priorités sont de fournir soit des écoles ou des hôpitaux ou des foyers ou n'importe quelle institution publique. C'est vraiment là qui est comme notre cœur dans comme produire des légumes. En tout cas, je pense que c'est un bon départ, là, tous ces petits projets-là. Mais oui, c'est sûr que la paperasse, ça limite beaucoup de choses aussi. Hein. Ensuite, il y a la question de Nancy. Elle demande si l'ajout de membres implique que les membres aient une terre près de la vôtre. Fait que si on avait parlé un peu des membres producteurs, que dans ce cas-là, ça serait comme des gens qui produisent sur leur propre terre ou un peu comme séparés de la coopérative.
dans ce cas-là, oui. Puis comme j'avais mentionné, c'est quand même pas mal. On n'est pas... Ça nous arrivait quand même assez souvent de se faire approcher par quelqu'un à Miramichi ou dans la péninsule acadienne ou ailleurs qui dit « Hey, moi j'ai une terre, puis je serais super intéressée de travailler avec vous autres. » Puis c'est tout le temps motivant, hein, puis c'est le fun à entendre, mais on n'est pas là où ce qu'on vendrait des produits de quelqu'un, même à Miramichi, on s'est vraiment limité à comme la Pleasant Ridge, le rang qu'on vit dessus parce que on veut pas faire de la revente, on veut comme connaître les produits, on veut être capable de raconter comme l'histoire ou répondre des questions. On veut avoir le sentiment que ça fait vraiment partie de comme notre quotidien de travailler sur ces fruits ou légumes ou viandes là qui sont produites. Fait que même avec nos membres producteurs actuels qui ont leur propre terre qui n'est pas appartenue par la coop, on participe comme dans la production de ces animaux-là. Oui. Puis il y a vraiment une relation là, personnelle aussi qui s'installe. Là. Comme on voit un peu la distance, puis ces projets-là qui pourraient, s'il y avait des gens qui voudraient faire partie comme un petit peu un processus d'aliénation. Si on n'est pas capable de voir la personne, de vivre avec, d'avoir un processus communautaire, c'est beaucoup plus dur après ça de parler d'un projet de développement rural ou de paysannerie. C'est vraiment, tu sais, il y a vraiment une relation. Le relationnel est extrêmement important. Là, mais c'est là que, comme les autres coops qu'on fait partie, comme Zest Nord-Est, c'est là que ça peut rentrer en jeu, puis qu'on peut comme voir qu'est-ce qui est nos possibilités ensemble. Puis, oui. pour nos membres travailleurs, comme si on avait quelqu'un qui voulait devenir membre travailleur, dans ce cas-là, ça impliquerait pas d'avoir une terre, point, parce que tu deviendrais membre de la coop à part égale, pareil comme tout le monde, qui appartient à ce que la coop appartient. Fait en ce moment, on est sur une terre qu'on loue pour acheter, là, avec option d'achat. Puis il y a 3 bâtiments dessus, puis t'appartiennent une serre, puis on n'est pas dans le gros, la grosse infrastructure, là, mais tu deviens un membre. Puis il y a une question plus bas sur comment est-ce que ça coûte pour être membre. En ce moment, nos parts de membres sont à 5 000 $ par membre travailleur. Puis nos membres de parts producteurs sont à 1 000 $. Fait je sais pas, pour certaines personnes, ça peut sembler comme beaucoup, pour d'autres, ça peut sembler comme pas beaucoup. On se dit qu'on veut que ça reste accessible, mais on veut aussi que ce soit représentatif du fait que tu peux pas commencer une ferme pour 5 000 $. Fait que si tu mets 5 000 $, puis ça démontre que tu es quand même sérieux, puis tu veux t'investir, puis là, tu fais partie de la coop, pareil comme tout le monde, tu n'as pas plus ni moins que personne d'autre. Exact. On appartient en commun puis en collectif. C'est le principe de la coopérative de base. Hein? C'est un membre, un vote, une représentativité, puis c'est ça qui est extrêmement important. Super. Nancy, tu poses ta question? Ton micro. C'est juste encore sur cette question de membre, tu sais, comme très succinctement, là, c'est quoi comme les obligations quand tu es membre, puis c'est quoi les avantages d'être membre? Tu sais, c'est quoi le fonctionnement de ça? Là? En tant que membre travailleur, c'est sûr qu'on aimerait ça avoir d'autres projets. Donc, le projet de production est vraiment important pour nous. On aimerait ça avoir des projets de diversification dans la plus mesure du possible. On aimerait ça aussi avoir un projet où il y a une certaine rentabilité financière pour qu'au moins la personne soit capable de payer son propre salaire, pour pas que le salaire du nouveau membre vienne mettre un poids sur la coopérative en tant qu'organisation légale. Donc, nous, ce qu'on demande dans nos bylaws, on demande 1 an d'essai pour venir voir si la personne fonctionne bien au niveau interne, s'il y a une connexion au niveau communautaire, si les valeurs, l'idéologie de la personne fait partie de la constituante collective. Puis après ça, pour voir si la personne veut vraiment changer son mode de vie ou s'il acquiert la pensée de la mode de vie. Parce que la paysannerie, c'est un mode de vie, ce n'est pas un travail. Fait que ça, c'est vraiment important aussi de garder en tête qu'il y a une implication qui est totalement différente. Il y a une quantité d'heures et d'implication qui n'est pas normale vue par une personne qui travaille du 8 à 5, 40 heures semaine. Puis ça, c'est vraiment important qu'on trouve des gens qui comprennent ça. Au niveau des avantages,
Il y a tout le processus d'autonomie alimentaire. Les gens sont capables d'avoir accès à de la nourriture qui est saine, on pense le plus possible, et puis qui est produit localement. Je veux dire, le bœuf qu'on mange, il est élevé en arrière de chez nous à la grange, qui mange de l'herbe tout l'été. Il y a beaucoup d'avantages au niveau de la souveraineté alimentaire, au niveau du processus de créer tes matérialités. Il y a une capacité d'hébergement qui est un petit peu plus réduite maintenant, mais il y a toujours des capacités d'hébergement alentour. Puis au niveau là, du bâtiment collectif aussi qui va être disponible. Fait que c'est plein de petits avantages comme ça. Il y a quand même un salaire qui est extrêmement minime, mais qui aide quand même à payer des choses dans le système. Tu es capable quand même de mettre du gaz dans ton char. Puis on n'est pas encore capable de trader du gaz comme du poulet. Là. Un jour, on va être capable, mais pour l'instant, on ne peut pas. Fait qu'il faut qu'on se donne au moins un petit salaire. Puis c'est un salaire qui est raisonnable. On vise une sobriété. Nous, on ne croit pas. Une certaine sobriété qui est importante. Je pense que la paysannerie, ça vient avec un certain mode de vie aussi. Fait que, il y a beaucoup d'aspects, je te dirais, là-dessus, mais qui est quelque chose qui est vraiment amené collectivement aussi. Puis la personne aussi, quand elle va venir s'établir, ben c'est ça, c'est tout le processus collectif. Elle fait partie de quelque chose qui est plus grand qu'elle aussi, là. Il y a un processus. L'individu se reconnaît à travers ça, mais l'individu, ça se fait à travers une relation aussi, tu sais. La liberté, c'est pas un petit carré de propriété privée en quelque part, puis tu dis c'est à moi, puis je fais ce que je veux avec. La liberté, c'est une relation. Ça, c'est extrêmement important de le voir au niveau collectif aussi. C'est pas mal intéressant. Christine, voulais-tu poser ta question en vrai? Oui, je pourrais. Attends, je vais la retrouver. Je ne me rappelle plus. C'était quoi? Ah oui, c'était ça. C'était par rapport au marché. Je voulais savoir qu'est-ce que vous pensiez de l'idée d'avoir un... on a souvent les marchés, c'est limité, en tout cas peut-être pas, à Moncton aussi, oui, c'est limité à une journée. Fait qu'il faut, en tant que consommateur, il faut que tu sois là cette journée-là. Puis si tu viens d'un petit peu plus loin, c'est encore plus compliqué. Donc, moi, j'aimerais avoir votre idée sur l'idée d'avoir un marché ou un point de dépôt pour les fermiers, où il y a aussi l'idée, j'ai lu récemment qu'il y a des endroits, je pense que c'est en Estrie, qui servent des dépanneurs comme point de chute pour vendre des légumes qui sont produits localement par les fermiers, parce qu'il y a la difficulté aussi d'avoir accès aux grands supermarchés. Donc, je voulais vous entendre parler un peu de ça. Si ça, c'est possible, comme s'il y a des dépanneurs qui est willing, moi, je trouve que l'idée est vraiment bonne. C'est sûr qu'il va y avoir des défis. Je suis pas sûre. Si ça peut marcher, je crois que ça serait incroyable. On avait cette conversation-là juste l'autre jour sur les marchés, puis comment est-ce que il y a beaucoup de marchés qui se donnent comme objectif, comme on va être ouvert tous les jours ou on va être ouvert 4 jours. Puis c'est comme, holy smokes, même comme en France, où il y a tellement plus de monde qui, comme c'est dans les habitudes, puis les marchés ne sont pas ouverts chaque jour. C'est comme tu as un village où c'est le marché le jeudi, puis là, tu as un autre village où le marché est le vendredi, puis comme les gens peuvent se déplacer s'ils veulent, mais je crois qu'on se donne des objectifs pas réalistes si on pense qu'on va avoir un espace qui est seulement occupé par des fermiers, puis qui va être ouvert comme à la semaine ou 4 jours par semaine. Fait 100% si on peut trouver ces espaces-là qui sont déjà ouverts. Nous autres, on a parlé de on a déjà il y a un café qui a ouvert à Rogersville, qu'on se demandait si ça c'était peut-être l'espace ou comme s'il y a des propriétaires de dépanneurs qui sont willing de faire un petit coin, je crois que ça serait incroyable. Puis après ça serait de trouver les fermes, puis malheureusement, on n'est pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de fermes. Fait que il y a souvent des grandes distances entre les fermes. Fait que ça peut devenir un défi aussi, je crois, de se dire on va faire quelque chose où il va y avoir de tout en tout temps. Puis je crois que c'est peut-être un des défis avec Zest Nord-Est en ce moment, c'est que comme c'est grand le Nord-Est, là, fait que de dire que comme on peut avoir accès autant à comme du sirop d'érable de, je sais pas, Paquetteville que comme du bœuf de Rogersville ou des bleuets de Caraquette ou quelque chose comme ça va être tout à un endroit central. C'est ça qui est le point que je trouve comme peut-être pas impossible, mais vraiment difficile. Fait que
peut-être que ces ententes-là sont mieux juste entre une ferme ou deux fermes, même si ça limite qu'est-ce qui est disponible, au moins, parce que pour réapprovisionner, ça demande du temps. Fait que si c'est comme à 15 minutes de chez vous ou c'est quelque part que tu passes vraiment souvent, ça peut être beaucoup plus possible que s'il faut que tu ailles comme checker sur tes légumes qui sont là-bas ou faire sûr que ton stock est bon, puis c'est comme une demi-heure comme hors de ton chemin. Je crois foncièrement qu'il y a un changement de paradigme à faire là-dessus aussi. À travers le système de distribution industrielle des multinationales de l'alimentation, on a un mythe de la diversité qui est constant. On a un marché basé sur un capitalisme mondial qui fait qu'on importe des choses qui viennent de partout et puis que pour être capable de se nourrir, ben, on va y aller peut-être une fois. Des fois, il y a des gens qui vont 2 fois par jour à l'épicerie pour aller chercher des choses. Donc, je pense qu'il faut revenir à une certaine consommation parce qu'il y a beaucoup plus de saisonnalité qui se mettent en place, mais aussi au niveau de comment est-ce qu'on va consommer l'aliment. Puis l'accessibilité aussi va être beaucoup plus basée sur la production, sur le producteur en tant que tel, parce que c'est ça qui a été enlevé complètement, en fait. C'est que nous, on a été complètement objectivisés, là. C'est qu'on s'est ramassé à être seulement une commodité, nous autres aussi, là, où ils vont acheter ça, ils vont mettre ça là, ils vont le distribuer, puis après ça, c'est ça qui va fonctionner. Fait que je pense qu'il faut retrouver un peu les processus beaucoup plus d'artisanat, des économies marchandes qui sont beaucoup plus ancrées dans le processus de communauté. Quelque chose qui est beaucoup plus responsable aussi au niveau local. La grande mode en ce moment, c'est les kiosques à la ferme à usage libre. Ça, c'est magnifique, ça. Moi, il y a beaucoup de fermiers que je connais, de mes amis au Québec, qui font ça. Et puis, il y a beaucoup de monde qui leur ont dit « Hey, vous allez vous faire voler votre petite caisse, vous allez faire voler votre petite caisse. » Il n'y a personne qui vole la petite caisse. Non. Parce que dans la communauté, tout le monde se connaît, il y a un respect qui se met en place, tu n'as pas d'aliénation, tu connais la personne avec qui. Fait que c'est tout réhumaniser les processus qu'on fait. C'est désaliéner ces processus-là pour être capable de ramener à l'avant-plan les relations humaines et non pas la marchandise. Ça, je pense que c'est extrêmement important. Alors, je pense que votre discours est pas mal nécessaire dans les temps qu'on vit, puis je vous remercie énormément pour votre temps. C'est vraiment de l'or. Puis... Mais tu sais, en contexte de pandémie mondiale, d'inflation, de crise climatique, de crise du capital qu'on n'a jamais vue, je pense pas qu'on va être capable de faire d'autres choses anyway. Fait que je pense que si on n'est pas capable d'aller chercher ces responsabilités, cette résilience-là au niveau local, ben c'est juste qu'on va... Je veux dire, au Nouveau-Brunswick, on produit quoi? 7% de ce qu'on mange. Ça prend à peu près 72 heures avec la quantité de nourriture qui rentre dans la province, puis le nombre de monde qu'on a, puis la consommation avant que toutes les épiceries se vident. Je veux dire, ça, à un moment donné, on ne mangera pas rien que du poulet de Shenandoah Poultry, puis des bleuets, puis des patates. Là. C'est extrêmement important qu'on retrouve cette résilience-là. Puis je pense qu'il y a beaucoup de paradigmes qui doivent être changés. Parce que si on ne change pas notre paradigme d'avance, puis il n'y a pas une certaine résilience qui se met en place, ben la drop, elle va être dure, pas à peu près. Puis la drop, elle ne sera pas dans 25 ans. Là. Elle va être dans 6 mois, 1 an, 5 ans peut-être. Mm-hmm. Ben, merci beaucoup. Je pense que ça shake, mais on a comme besoin d'entendre ça, puis de se le rappeler, puis de revenir à une façon de vivre, de sobriété, comme que vous parlez. C'est super important, puis faire revivre le sens de la communauté. Donc, je pense que ça clôt pas mal la conférence de ce soir, à moins qu'il y avait d'autres questions dans les participants. Sinon... En tout cas, on vous remercie beaucoup, Rebecca, Pierre-Olivier, de la ferme Terre Partagée. Puis, en tout cas, on espère que tout le monde ici a apprécié, puis on n'hésitera pas à passer vous voir si on va à Rogersville. On ira faire un tour, on se verra.